Un chef-d'œuvre, c'est une notion qui change de sens en fonction de chacun. On n'a pas tous les mêmes critères d'appréciation et chacun a sa propre définition d'un chef-d'œuvre. Pour moi, il s'agit d'un jeu qui est à la fois beau, poétique, qui transmet des émotions et où la musique a une place importante. L'histoire peut rester simple ou même totalement abstraite, ça ne me dérange pas, et je trouve que dans certains cas, ça renforce la part de mystère de l'univers dans lequel on se trouve. Évidemment, il n'y a pas que 4 chefs-d'œuvre dans l'histoire du jeu vidéo, donc si vous voulez une deuxième vidéo à ce sujet, dites-le moi en commentaire, et sans plus tarder, commençons. Shadow of the Colossus. Sorti initialement sur PlayStation 2 et ayant eu le droit par la suite à un rework graphique sur PlayStation 4, il a conquis le cœur de beaucoup de gens et moi y compris. J'ai fait ce jeu il y a quelques années et j'ai pris une vraie claque. L'histoire prend part dans une contrée lointaine où Wanda, le personnage principal, emmène sa femme décédée dans un sanctuaire pour faire appel aux dieux qui lui permettront de la ressusciter. La voix divine qui résonne dans ce sanctuaire nous dit qu'il va falloir abattre 16 colosses dans cette ère pour pouvoir la sauver et c'est ainsi que débute notre quête. La première chose que l'on remarque, c'est à quel point notre personnage, qui pourtant est de taille normale, est petit par rapport à l'immense monde qui nous entoure. Tout est imposant, que ce soit les plaines, les ruines ou même la forêt, on se sent vraiment écrasé par ce monde. Et la maniabilité renforce ce sentiment, car malheureusement notre personnage c'est un camion, et le gameplay est hyper rigide, ce qui joue beaucoup dans ce sentiment de vulnérabilité. Mais je ne vous ai pas encore parlé du principal, les colosses. Il y en a pour tous les goûts. Que ce soit un géant avec une épée, un oiseau immense ou même un serpent d'eau, il y a de tout, mais le point commun de la plupart d'entre eux, c'est qu'ils sont gigantesques et qu'il va falloir monter sur eux pour trouver leurs points faibles et les attaquer à l'épée. Cette phase est sûrement celle qui est la plus immersive car on ressent le poids de ces créatures et la force qu'elles utilisent pour nous faire lâcher prise et chuter. Chaque combat a sa propre ambiance, que ce soit au milieu d'un lac, dans une grotte ou au milieu du désert, chaque combat est différent du précédent et il va bien falloir réfléchir à une nouvelle stratégie pour chacun d'eux. Mais c'est sans compter notre seul et unique ami pour cette aventure, Agro. Sans lui, rien de tout ça ne serait possible. Il est très utile pour esquiver les coups de ces titans et obligatoire sur certains combats. Mais en plus de tout ça, ce cheval m'a ému, et notamment par ses comportements. Il n'hésite pas à se dresser face au colosse malgré la différence de taille et se relèvera des coups qu'il a pris pour venir nous aider. Je m'y suis beaucoup attaché, étant littéralement la seule forme de vie que l'on côtoie dans ce monde totalement vide et le seul allié qu'on a dans cette quête. Mais peu à peu, on réalise que cette quête n'a aucun sens. On tue des colosses qui n'ont littéralement rien demandé, et quand on finit par en venir à bout, une musique se lance, et on est loin des musiques classiques de victoire qu'on trouve dans d'autres jeux. Là, on ressent à la fois ce sentiment d'accomplissement, mais aussi cette sensation comme quoi on a fait quelque chose de mal. Et cette fumée noire sortant du colosse pour venir se réfugier en nous n'arrange rien. Je ne vais pas vous spoiler la fin, car c'est une expérience que l'on vit qu'une seule fois, et qui ne mérite pas d'être gâchée, donc si vous voulez vivre une aventure unique et poétique, foncez sans hésiter. Ori and the Will of the Wisp. Sorti en début d'année 2020 sur toutes les plateformes, il est la suite du premier opus Ori and the Blind Forest qui a beaucoup marqué les esprits. Et la première chose qu'on remarque dans ce jeu, c'est sa direction artistique, qui pour moi est la plus belle DA que j'ai vue pour un jeu vidéo. L'histoire se passe dans la région de Nihil, après que Ori et son ami Kun aient voulu explorer le monde un peu trop loin de leur foyer. Le but va être de retrouver Kun qui s'est perdu dans la tempête, et pour cela, il va falloir progresser dans le jeu à la manière d'un Metroidvania, c'est-à-dire dans une géante carte labyrinthique où il va falloir certains pouvoirs bien précis pour débloquer différents accès qui nous permettent de progresser dans ce dédale. Et les pouvoirs, comme dans le premier opus, sont tous géniaux en matière de déplacement. On a des classiques dash et double saut, mais on a aussi la marque de fabrique de Ori, la frappe. Ce pouvoir permet de faire un dash supplémentaire en utilisant un projectile ou un ennemi, et ça nous donne des situations vraiment stylées. En plus du grappin et de tout le reste, plus on avance dans le jeu, plus on se sent libre de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, ces pouvoirs sont énormément mis à contribution dans les phases où il faut s'échapper et où on doit aller le plus vite possible, et c'est vraiment satisfaisant d'arriver à passer tous les obstacles avec les bons pouvoirs. Évidemment, ce jeu est peuplé d'ennemis en tout genre. Contrairement au premier opus, ce jeu a un côté RPG avec différentes armes comme l'épée, le marteau ou la lance qu'on peut améliorer pour leur rajouter des effets. Et d'ailleurs, tout ça est disponible à la clairière de la source, le seul endroit totalement safe du jeu, une zone avec plusieurs PNJ, dont un qui peut nous construire un village, ce qui donne peu à peu vie à cet endroit en y rajoutant des maisons et en dégageant certains obstacles gênants. Mais il n'y a pas que cette zone qui est super, en réalité, toutes les zones de ce jeu sont géniales et ont toute une ambiance totalement différente. Que ce soit la caverne de Kolok au début du jeu et son ambiance de grotte, ou encore le territoire de bord et sa montagne enneigée, elles sont toutes uniques. Mais ma préférée reste le bassin de Luma, que je trouve parfaite, que ce soit au niveau du gameplay sous l'eau, de l'ambiance visuelle qui est tout simplement magnifique, ou même de la musique. Et justement, on y vient.
Je pense qu'on a une des meilleures bandes son de toute l'histoire du jeu vidéo. Chaque musique transmet des émotions différentes et elles sont toutes incroyables en plus d'être totalement adaptées au lieu dans lequel elles sont jouées. On peut avoir des musiques très apaisantes comme à la clairière de la source, ou même des musiques inquiétantes comme dans les tréfonds de Fonge-Sylve, mais je pense que mes préférées sont les musiques épiques qu'on retrouve lors des phases de course-poursuite ou des boss. D'ailleurs, parlons des boss. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont tous géniaux. Tout d'abord, les premiers qui sont assez simples mais qui servent à nous apprendre les mécaniques de base, et dans la deuxième partie du jeu, on a des boss beaucoup plus durs, avec des phases de gameplay vraiment poussées et une ambiance des plus épiques. Vous l'avez compris, que ce soit au niveau du gameplay ou de l'ambiance visuelle ou sonore, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute. Mais ce jeu ne s'arrête pas à ça, car il fait preuve d'une grande poésie et possède une des plus belles fins que j'ai vues pour un jeu vidéo, que je vous ne spoilerai pour rien au monde, alors il n'est jamais trop tard pour vous lancer dans cette aventure autant épique que féerique. Dans le même style que le jeu précédent, Hollow Knight, un autre Metroidvania qui est devenu extrêmement populaire après sa sortie en 2017 et à juste titre. Déjà, il s'agit d'un jeu indépendant et donc fait avec les moyens du bord, et quand on voit la qualité de ce dernier, c'est difficile de se dire que ce n'est pas un gros studio qui s'en est chargé. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de JV sur l'histoire de la création de ce jeu si jamais ça vous intéresse. Comme je l'ai dit, Hollow Knight est un Metroidvania et il assume très bien sa position. Et on y retrouve une sensation de vulnérabilité semblable à celle de Super Metroid. D'ailleurs, cette sensation, on la retrouve plus particulièrement contre les boss. Il y en a que l'on peut faire du premier coup, mais beaucoup d'entre eux vont demander plusieurs essais pour retenir tous ces patterns et pouvoir enfin le battre. Et il n'y a pas que les boss. Le jeu en général ne nous fait pas de cadeaux, avec des ennemis cachés dans le sol ou certains que l'on affronte dans des endroits trop étroits pour nous. Parce que oui, on a quand même pas mal d'outils de déplacement nous permettant de nous déplacer de manière fluide au sein de ce labyrinthe géant. On trouve aussi quelques safe places comme Dirtmouth, un endroit où l'on peut trouver divers boutiques ou encore les stations de coléoptères qui nous permettent de nous déplacer rapidement sur la carte. Quelque chose a dû vous sauter aux yeux depuis que j'ai commencé à parler de Hollow Knight, c'est à quel point le jeu est beau. Il y a une direction artistique ultra originale qui change de ce que l'on voit d'habitude et je la trouve sublime, d'autant plus qu'elle est totalement adaptée à l'ambiance sombre du jeu. Les musiques aussi apportent un énorme plus à cette atmosphère. Certaines sont très discrètes et font parfaitement leur travail, et d'autres sont plus reconnaissables et ajoutent une plus-value à la zone dans laquelle elles sont jouées. D'ailleurs, les zones sont toutes excellentes. Elles ont chacune leur décor, leur bestiaire et leurs secrets qui n'attendent que d'être découverts. Pour ma part, je pense que la zone que je préfère c'est Verchemin pour son ambiance naturelle et sa musique apaisante. L'histoire, elle, est plus compliquée, dans le sens où elle n'est pas racontée directement, mais c'est à nous de chercher pour savoir ce qu'il s'est passé dans le royaume d'Alonest. En effet, une infection s'est abattue sur ce royaume, transformant tous ses habitants en bêtes sauvages. Quant à nous, nous allons devoir éradiquer l'entité maléfique du nom de Hollow Knight qui est emprisonnée et scellée au cœur de ce royaume. La poésie de ce jeu se trouve dans la façon de raconter son histoire. Le peu des cinématiques qu'on a veulent tout et rien dire à la fois. C'est l'aventure d'une vie qui vous attend dans les terres d'Alonest. Alors ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'attendez plus et foncez, vous ne le regretterez pas. Kena Bridge of Spirit, une des plus grosses claques que j'ai pris ces dernières années. Le jeu met en scène Kena dans une forêt verdoyante, une jeune femme dont le but est d'aider les âmes en peine à rejoindre l'autre monde, et croyez-moi, c'est très prenant et assez triste par moments. Mais cette aventure fait aussi preuve d'une grande poésie. On progresse dans un monde où plus aucun humain n'est en vie suite à une catastrophe qui a tué toute la population. On aura donc 3 arcs narratifs dans ce jeu où il y aura à chaque fois une âme à aider et chacun a sa propre histoire et ils sont tous très attachants. Pour ce qui est du gameplay, il est tout simplement parfait je trouve. Un bouclier, une esquive, un dash, un bâton avec lequel on se bat et qui fait aussi office d'arc, des choses simples mais qui sont parfaitement réalisées et qui rendent le tout hyper fluide. Et bien sûr, on a aussi des attaques puissantes, débloquables grâce à un arbre de compétences nous permettant de choisir notre manière de jouer. Et le jeu est bien plus difficile qu'il en a l'air. Certaines phases de combat sont assez exigeantes et ne laissent pas trop de place à l'erreur, ce qui, je trouve, est un bon point car ça rajoute un côté challengeant que j'aime beaucoup. En plus d'avoir des boss au chara-design et au gameplay hyper varié, on se retrouve avec un des jeux 3D nous proposant parmi les meilleurs combats de ces dernières années. Et maintenant, parlons du principal, l'ADA. Chaque jeu que je vous ai présenté propose une direction artistique plus ou moins unique et Kena ne déroge pas à la règle. On a l'impression d'être dans un Pixar, le jeu est magnifique que ce soit par les environnements ou les personnages, tout est réussi et à ce niveau-là c'est un sans faute. Avec des musiques en accord total avec le visuel, on a vraiment tout. Que ce soit des musiques belles, des musiques entraînantes ou des musiques de combat, tout y est en gardant quand même une certaine cohérence.
Mais ce jeu ne se résume pas à du combat et de l'exploration, car on a aussi de très bons puzzles à réaliser, souvent à l'aide des rots, ces petites créatures qu'on récupère au fil de l'aventure et qui nous permettent de faire de meilleures attaques. Ça nous fait un peu de tendresse dans ce monde où tout est corrompu et où l'on passe énormément de temps à se battre. En bref, si vous avez une PS4 ou une PS5 et le pass PlayStation Plus, ne ratez pas votre chance de jouer à ce chef-d'œuvre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a fait découvrir ou redécouvrir des jeux auxquels vous avez déjà joué. Je pense faire un épisode 2 car il y a encore beaucoup de chefs-d'œuvre dont je n'ai pas parlé et qui méritent amplement d'être cités. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.